Ah, c'est à moi, j'étais en train de faire un mini sommaire. Mini. Désolé, c'est un peu une revue de presse surprise. J'avais prévu de streamer, puis finalement de plus streamer, et finalement je stream. Ce matin. Ah, je vous explique pourquoi. Ça va? Donc en fait, ce matin, je me lève, je mets mon petit réveil assez tôt, quoi, pour vous lire téléjournaux, pour lancer une revue de presse vers 9h, quoi. Et puis en fait, il y a des trucs de papier qui me sont tombés dessus, des trucs à faire en urgence. J'étais un peu en panique parce que je ne retrouvais plus les 10 papiers. Et puis je me suis dit, ben non, en fait, on va pas pouvoir streamer. Du coup, je me suis occupé toute la paperasse, des trucs, les mails, les machins, trucs. Et puis là, il est arrivé midi. Mon rendez-vous suivant était à 14h. Je me suis dit, ok, let's go. Revue de presse, c'est pas la matinée Étienne, c'est la méridienne Étienne, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quoi. Donc double stream aujourd'hui, puisque, j'espère que vous serez nombreux, tout à l'heure, eh bien, on a notre numéro 2 de Samplay. Voilà, on va faire une revue de presse du midi dans un instant. Petite pause du midi avec vous, d'actu, c'est cool. Mais je vous annonce quand même ce stream qui est hyper important pour moi parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette émission. La semaine dernière avec Kayane sur l'univers de Street Fighter a bien marché. Et ce soir, 20h, il y a l'ami Ken, il y a Ken Bogard, voilà, qui vient, alors qui aime bien les jeux de combat d'ailleurs, mais on n'allait pas refaire les jeux de combat une semaine après, et qui nous emmène dans l'univers de Mario, c'est-à-dire qu'on va jouer avec Ken à multitude de jeux de l'univers de Mario ce soir. C'est censé durer 3 heures, je ne sais pas combien de temps va durer ce stream. Bon, ouais, voilà. Donc ça c'est ce soir, et puis demain soir, parce que c'est fête, demain soir on va là, on va à Rennes, on sera en direct, une nouvelle exposition Étienne, la numéro 7, ça c'est une des œuvres exposées, le Forever là, à droite c'est moi, c'est pas une œuvre, même si j'ai un très joli blouson, voilà, c'est ça, l'exposition Étienne numéro 7, demain soir samedi en direct de Rennes, du couvent des Jacobins, magnifique endroit que je connais très bien, je vous expliquerai pourquoi. C'est 20h également, c'est comme ce soir, c'est 20h. On sera avec Foki, Fakir alias Foki, streameuse, graphiste, artiste, qui était déjà avec moi au musée Guimet, avec Marie Palot il y a quelques semaines. Et Pépin, et mon ami Pépin, streameuse, artiste, graphiste, qui sera cette fois non pas en régie. Je me dis putain, je l'embarque quoi. Comme on a une qualité de connexion de fou. C'est quoi ce petit souffle? Ouais. Même pas comment ça souffle. Comme on a une qualité de connexion de fou qu'on a testé en début de semaine avec Joe sur place à Rennes, là, en fait, pas mal la blague du taxi, Niandra. Oui. Non, je lui paye le train. Comme on a une qualité de connexion de fou, on devrait avoir 0 cut. Ah, c'est dans la cour. Maniaque du son, j'aime bien quand on a un joli son. J'entendais un souffle, c'était pas du tout chez moi, c'était quelqu'un qui était en train de nettoyer la cour à grand jet d'eau. Comme on a une connexion de fou, eh bien Pépin, hop, je la prends de la régie, il n'y aura pas de régie, et elle sera avec nous et on va se régaler. Il y aura aussi le commissaire de l'exposition qui s'appelle Tristan, qui est formidable, que j'ai rencontré ici, qui va nous faire découvrir demain soir une dinguerie d'exposition. Donc c'est Forever 60s, on est sur une expo d'art contemporain, on est comme la révolution en fait picturale des années 60, voilà, notamment le pop art avec des œuvres de fous, et ça va être terrible, ça va être terrible. Voilà, ça c'est demain soir samedi, et ce soir 20h c'est ça, avec Ken Bogard, l'univers de Mario. Bien sûr que je travaille avec Pépin, on fait plein de trucs avec Pépin. Le bouseux, j'aurais kiffé de l'amener, mais on était en contact pour ce musée, mais ça s'est pas fait. Mais je vais faire des trucs avec lui, c'est obligé. Puisqu'on est sur Twitter, le Twitter de Sam, je vous montre aussi cette petite blagounette que j'ai commis tout à l'heure sur Twitter. Et ouais, Papy Sam a claqué un 4 à la suite, c'est-à-dire que pendant 4 jours consécutifs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, Question pour un champion a été numéro 1 des audiences sur sa case horaire, toutes chaînes confondues, c'est un 4 à la suite. Voilà. C'est le deuxième qu'on fait cette saison, 14,6% de part de marché en langage technique, ça claque très très fort même, voilà. Donc ça c'est grâce aux téléspectateurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'Étoile, c'est grâce à France 3, c'est grâce à Fremantle. Et moi secrètement ce que je vise, qu'est-ce que je vise à votre avis? Je vise le 5 à la suite, le truc qui n'existe pas. Demain, enfin aujourd'hui en fait, mais j'aurai les audiences, aujourd'hui question pour un champion, demain matin j'aurai les audiences. Idéalement, je claque un 5 à la suite et je claque un visuel avec 5 petites coupettes, quoi. Voilà.
Ce serait top. Hein. Bah oui, c'est la cagnotte. Oui, t'as raison, John, c'est la cagnotte. Ce serait voilà, bon, j'arrête de faire ma pub parce que j'ai à peine 2 heures à passer avec vous ce midi, puisque rendez-vous à 14h. Mais je voulais absolument, quand j'ai vu que j'avais un peu de temps pour streamer, absolument faire une revue de presse parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actu, des trucs assez forts, des trucs très intéressants et parfois dramatiques que je voulais pas passer à côté. Je remercie Babadid pour le 20e mois. Merci beaucoup. J'ai l'impression que cette petite pause du midi te va bien du coup parce que tu peux être avec nous en direct. Je remercie Jérôme 591 pour le 8e mois, la Camille Masqué pour le 9e mois, Jérôme pour le 22e mois d'abonnement, Cherche Rao pour le 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je vous lis un petit peu puis on démarre. On va faire un petit sommaire très rapide et puis on va partir sur les articles tout de suite, quoi. Alors qu'est-ce que ça raconte de votre côté ? Merci pour les GG pour questions. Ouais, je suis super content. Ouais, Pépin, bien sûr, Pépin. Pépin, pour répondre à Jean Boîte, c'est la streameuse qui fait l'habillage de ma chaîne. Les jolis badges de la chaîne, c'est les émotes, c'est elle. Hein. Et puis, elle fait aussi des petites choses comme ça. L'alerte enfant, quand les enfants débarquent pour cacher leur petit visage, leur petit minois, cette animation, c'est elle aussi. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, par ailleurs, dont j'aime beaucoup le travail et la personnalité et le cœur. Et donc, elle fait aussi la régie extérieur dans mes streams de musée, et là je l'embarque. Elle a déjà fait une hebdo Étienne, et là je l'embarque dans l'exposition Étienne. Ouais, franchement, il y a Lilou Rennes qui dit elle a l'air incroyable cette exposition. Venez. D'abord sur un plan technique, on n'a jamais eu d'aussi bonne connexion d'une qualité de fou. On va avoir une image de folie, ça va être beau. On a un ingénieur son qui nous accompagne avec 4 micros HF, puisque il y a le commissaire de l'exposition, Tristan, qui sera avec nous et mes 2 streameuses invités. Donc on sera 4 en permanence pour échanger, pour répondre à vos questions, pour rigoler, pour dire des bêtises. Et on va avoir une qualité incroyable au service d'une exposition qui est magnifique, quoi. Magnifique. Il y a plein d'articles. Vous tapez Forever 60s dans Google Actu, vous allez trouver plein d'articles dans Le Monde, dans plein de journaux qui vous disent tout le bien qu'ils pensent de cette expo. Il y a Nassu Murakami qui écrit Ken, c'est un pilier du milieu et un passionné. Ça va être super. Il va falloir faire attention au touillage. Qu'est-ce que tu appelles le touillage ? C'est quoi le touillage de. Merci Lilou. C'est quoi le touillage de Ken ? Hein ? Merci Léandrov, c'est faux mais c'est gentil. Ah bah, il y a Nassou qui remet ça. Ken le maître touilleur, qu'est-ce que c'est ça ? Salut Défécateur officiel, merci pour le 19e mois d'abonnement, c'est adorable. C'est quoi Ken la touille. C'est clair que Ken la touille, il faut connaître. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ken survivant de l'enfer. J'ai pas d'infos. Donnez-moi des infos sur Ken le touilleur, là, je n'ai pas la ref. Et puis on va commencer la revue de presse. Et merci d'être avec moi ce midi, c'est cool. Pas de risque de touillage vu qu'ils joueront à Mario, pas Street Fighter. Oh, il y a une histoire. Il y a Nix qui dit Samuel va avoir des surprises ce soir. Vous voulez bien me raconter l'histoire du touille, de la touille là, avec Ken ce soir? C'est quoi cette histoire? Ah merci. En tout cas, il y a Valoroco qui dit Sam, tu invites l'une des personnalités les plus appréciées d'Internet depuis des décennies. Alors là, je kiffe. C'est sa spécialité, il aime bien taquiner. Mais ça me va bien, moi j'aime bien comme taquine. Xenoyashi, bon. C'est un peu le mystère. On n'a pas plus d'infos sur ce côté touillage de Ken Bogard qui était en live ce matin. Je crois qu'il testait une webcam. J'ai vu qu'il était passionné de vélo aussi. Bien sûr que je connais Defecator Grandouzo. Il a quasiment tous les jours dans mon stream. Et je kiffe parce que ses remarques sur l'actu sont toujours très justes. On envoie de la force à Choupi42 qui a rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure après des années, vu que j'en ai peur, la panique monte. Écoute, ça va bien se passer. Tu sais, le dentiste par rapport à moi quand j'ai mes premiers rendez-vous chez le dentiste quand j'étais gamin, ça a bien changé. Hein. À mon époque, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas de petites piqûres pour endormir les dents. Là, maintenant, ils t'endorment de partout. Choupi, en vrai, ça va bien se passer. Hein. Le dentiste moderne, il est bien plus cool que le dentiste que j'ai connu, moi. Ah voilà, merci. Explication sur le touillage de Ken, comme ça on peut y aller. Nasu Murasaki dit le terme touillage fait
au fait que Ken essaye toujours de taquiner en exagérant ses idées ou en faisant semblant d'être pas d'accord avec des propos volontairement de mauvaise foi. Mais c'est tout ce que j'aime. Mais c'est tout ce que j'aime. Ok. Eh bien c'est parti. Est-ce que vous êtes ok pour un petit sommaire vu que ça va être une revue de presse rapide? Give me a Y, give me an E, give me a yeah! La fête. Vous me donnez un yes? Vous aussi vous me donnez un petit yes enjoué comme ça? Ça y est, il y a un débat sur les dentistes qui est parti quoi. Yes baby. Ok, super. Bon allez c'est parti. Vraiment que des bangers dans la presse ce matin, plein de trucs assez intéressants, étonnants ou parfois durs. D'abord cette question en une de Libération que vous voyez, est-ce qu'il faut sortir du tunnel Lyon-Turin? De quoi s'agit-il? De ce projet de ligne à grande vitesse entre la France et l'Italie qui divise de côté des Alpes, avec des collectifs écolos qui appellent à une mobilisation ce week-end pour stopper le chantier. La question qu'on va se poser là-dessus elle est très simple. Est-ce que les écologistes qui se battent contre ce projet de ligne à grande vitesse, on parle d'un train, hein, entre la vitesse et est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que ce truc est totalement anti-écolo ou c'est plus compliqué que ça? Eh bien, Libération, un regard qui est assez intéressant là-dessus. Voilà, le doute en train, c'est pas le bout en train, c'est le doute en train. Libération très en forme. On lira ce dossier qui est assez clair. Voilà, ça commence le débat dans le chat. Bah quoi, ils préfèrent l'avion, hein? Les écolos sont chiants de ouf, dit de l'eau fraîche. Bah, vous verrez qu'ils ont des arguments quand même. Voilà. Ah oui, évidemment. Tu vois, d'un côté, il y a le Relais Panda qui dit bah, ça va pas aider à désengorger les routes du tunnel et polluer moins. Bah ouais, a priori moins d'avions, moins de voitures. Donc d'un côté, des arguments pour ce projet, et de l'autre, vous allez voir les arguments des écologistes qui sont sur autre chose, quoi. On en parle, je vois que ça vous intéresse. Ça aussi, c'est intéressant. Si vous n'avez qu'un journal à acheter ce matin, vous savez que les journaux, c'est comme nous, ils sont plus ou moins en forme. Libé est très très en forme ce matin. Article très intéressant aussi sur MBS, alias Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est le vrai patron de l'Arabie Saoudite, et qui est en visite à Paris. Alors c'est un dirigeant précédé par une odeur de soufre, puisque on va dire que son rapport aux droits de l'homme et à la liberté de la presse, voire aux assassinats de journalistes commandités, est quelque peu particulier. Le problème, c'est qu'il est richissime, son pays aussi, et il peut faire tourner bien des industries, bien des économies dans d'autres pays, notamment la France, et donc du coup, il est quand même reçu en grande pompe. On va parler de ça. On en est où du service national universel? Il y a du neuf, Libération nous en parle aussi, Libé, vraiment intéressant ce matin. Et puis on passe aux Parisiens avec, parfois il y a des belles histoires dans l'actualité, celle-là elle est incroyablement belle. Ouais, ce petit bout de chou là, petit bébé, quel âge il a? Il y a quelques mois, je ne sais plus quel âge il a. Normalement il ne devrait pas être là. Voilà. Il était atteint d'une malformation au cerveau, hyper grave. Il avait 90% ou plus de chances de ne pas vivre en fait. Et donc des médecins français à Necker ont tenté une opération qui n'avait jamais été tentée dans le monde entier, voilà, en l'opérant dans le ventre de sa maman, une opération de fou. La maman va très bien, lui a été sauvé et il va vivre. Lisandro, le bébé miracle, on lira ce beau papier. Des annonces du chef de l'État a priori aujourd'hui, mais le Parisien a eu accès aux infos sur le plan de la France pour l'avion vert. Alors voilà, on reparle d'environnement, d'écologie. Est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion? Est-ce qu'il faut moins prendre l'avion? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt verdir l'avion? Donc il y a un article dans le Parisien et puis il y a une prise de position dans Les Échos, je crois, d'un ancien ministre des Transports, M. Djebari, qui dit, bon ça va fâcher Azazou qui rigole, qui fait avion vert, ah 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 ah, et qui sont pas d'accord. Bon il y a des gens qui disent arrêtez avec le avion bashing, certains disent, et il faut essayer plutôt de verdir l'avion. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai que, bon, là on a des infos intéressantes là-dessus. Et même G7F est dans le chat et nous dit, ça lui a pas échappé, que le salon du Bourget de l'avion, de l'aéronautique, c'est la semaine prochaine, effectivement. Un petit horoscope rapidement pour le plaisir, et puis cette actu dramatique, et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'aurait bien saoulé de passer à côté de la revue de presse aujourd'hui, parce que je voulais absolument vous parler de ça. Quand même, naufrage au large de la Grèce, vous savez, on parle de 79 morts
au moins le bilan pourrait être bien plus lourd puisqu'on parle de plus de 700 personnes, hommes, femmes, enfants, qui auraient pris place à bord de ce petit bateau de pêche que vous voyez ici. Donc le bilan, ça pourrait être bien plus que 79 morts, ça pourrait être des centaines de morts, hommes, femmes, enfants, migrants qui traversaient la Méditerranée. Le bateau a chaviré. Et polémique, puisqu'il n'a pas été secouru. Voilà. Les ONG reprochent aux autorités et à Frontex, l'agence européenne, de ne pas avoir secouru le bateau. Et du côté des Grecs et de Frontex, on dit « Ah, mais ils ne voulaient pas. Ils ont refusé d'être secourus. » Le débat, la polémique, c'est ça. On en parlera avec le monde. On en parlera avec l'humanité. Ils les ont laissés mourir. Voilà. On en parlera aussi avec la croix, prise au piège. Voilà. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer la question des migrants. Et puis il restera 2 petits trucs. Ariane 5, puisque ça devait être le dernier tir d'Ariane 5, le lanceur européen. Finalement, il a été reporté. Hein. Et puis des interrogations quant au futur, à l'avenir de l'industrie spatiale européenne, puisque là, on attend Ariane 6, mais qui est toujours pas prêt. Donc on a un blanc, on a un vide. Et puis, à l'heure des lanceurs réutilisables, pensez à ce que fait SpaceX par exemple, le fait que Ariane 6 ne l'est pas, eh bien ça pose des questions. Arcunir est en Guyane, Pépin Camille, oui j'ai vu que du côté de... Qui a invité d'ailleurs d'Ariane Espace? Ouais, on a invité des influenceurs d'après ce que j'ai vu sur Twitter, notamment Arcunir, le garçon qui fait plein de choses sur Twitter, et bon, finalement, ils ont assisté à rien puisque ça a été reporté. Voilà. Et puis, l'article, la prise de position dont je vous parlais de Jean-Baptiste Djebari, qui est un ancien ministre des Transports, dans Les Échos, contre plutôt l'aviation bashing, eh bien, je vous lirai, histoire de provoquer le débat sur cette question. C'est pas mal, hein? Vous en pensez quoi? On a un joli petit menu, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas 1h30, 2 heures à nous consacrer, eh bien, vous avez l'essentiel de l'actualité, des titres, comme on dit, là, et puis maintenant, on va lire tout ça ensemble. Voilà. Sympa, hein? Ça fait beaucoup, dit Mayan, oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, si vous lisez, comme moi, la presse tous les matins, là, je vous montre l'écume, je vous montre ce qui me semble incontournable, le plus important, selon mes critères à moi, qui sont très subjectifs. Voilà. Mais si je devais vraiment vous parler de tout ce qu'il y a dans les journaux ce matin, et même un seul journal, mais en fait, vous hallucineriez, en fait, la richesse de la presse. Voilà. Donc, plein de choses. Et là, je vous fais une petite sélection, et j'espère que ça va vous plaire. Mais voilà, tout ça pour vous dire, lisez la presse, lisez les journaux, c'est d'une richesse inouïe. Ouais. La zone aéro, ça me met l'impression que vous soyez là, parce que du coup, vous êtes des spécialistes de ces sujets, vous, de l'aviation et de l'aérospatiale. Et je pense que vous allez me dire, que je suis peut-être pas aussi précis que je devrais l'être. Sur le fond Marianne à Zazou, si, hier on en a lu. Donc on a pas mal documenté cette histoire. On va continuer à suivre bien sûr le fonds Marianne pour résumer l'actu de ces derniers jours pour ceux qui l'ont raté. La secrétaire d'État Marlène Schiappa a été entendue par une commission de sénateurs dans l'affaire du fonds Marianne créé après, je vous la fais vite, l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, l'attentat contre Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme en France, selon la forme consacrée, et tous les extrémismes. Sauf que l'argent a été distribué des associations selon des critères qui sont pas très nets, un petit peu flous. Voilà. Donc le Sénat a voulu entendre la secrétaire d'État à ce propos. Ça s'est pas très bien passé. De la même manière que les subventions ont été attribuées de manière floue, les sénateurs ont trouvé les explications de Madame Schiappa assez floues aussi. Et pour vous résumer la teneur des articles depuis l'audition, eh bien, il semblerait que son temps au gouvernement soit compté. Voilà, je vous en reparlerai bien sûr, mais on en a déjà parlé hier. Qui me dit un gentil mot là? Merci Dabenti, c'est gentil. Merci Mononeurone, je kiffe ton pseudo et je te remercie pour ce 18e mois d'abonnement.
Merci beaucoup à Josh Bar qui envoie un 11e mois d'abonnement et qui prépare un message drôle pour les 12 mois. Eh bien, j'attends ça avec impatience. Merci beaucoup, vous êtes top. Bon, on y va, on va sur le Lyon-Turin pour commencer. On y go? Allez, on y go. Donc, d'abord, cette une de... Tiens, je vire ça, il n'y a pas besoin. Hop, de Libération, ce dossier sur est-ce qu'il faut sortir de ce chantier. Hein, le tunnel ferroviaire, ligne à grande vitesse entre Lyon et l'Italie, voilà, de ce Lyon-Turin. Il y a des collectifs écologistes qui appellent à une mobilisation ce week-end pour stopper le chantier. Est-ce qu'il faut stopper le chantier au nom de l'environnement, de l'écologie? C'est toute la question. Merci Ced in Live, les habitués sont là. Merci pour ce 14e mois d'abonnement. Je vous lis quelques infos et puis après je vous lirai l'édito qui résume la position de Libération là-dessus. Salut Draxou TV, on était très content de ce raid vers ta chaîne. C'était très sympa. Alors c'est parti. D'abord l'article. Sur le papier, écrit Libé, difficile, je zoome un peu, difficile d'être contre cette nouvelle ligne. Hein, le train c'est l'avenir, dit VP Delca dans le chat. Merci Arnaud, merci beaucoup pour ce 22e mois d'abonnement. Sur le papier, difficile d'être contre cette nouvelle ligne qui va donc mettre Turin à 2 heures de Lyon, contre 4 heures aujourd'hui, et puis Milan à 4 heures de Paris au lieu de 7. C'est cool, hein, c'est vrai, ça va aller plus vite, c'est du train, donc c'est écolo. Hein. Et puis côté fret, contre un système d'autoroute ferroviaire à grand gabarit qui est censé permettre, selon le ministère de la Transition écologique, de retirer des routes 700 000 camions par an dès 2035. C'est un aspect du truc. Comment tu peux être contre un projet qui est un projet de train, donc écolo, c'est pas de l'avion, donc qui va retirer peut-être des avions et également avec le fret ferroviaire des camions des routes. Même pourtant, sur le terrain, le chantier est très décrié. Avec ce projet soi-disant écologique, disent les écolos, ils rasent des forêts, ils éventrent des prairies, ils assèchent des sources, des nappes phréatiques, ils détruisent des zones humides. Hein. C'est le coprésident de l'association Vivre et Agir en Maurienne qui l'explique ainsi. Nous, les écologistes, dit encore une eurodéputée, une députée européenne, Europe Écologie Les Verts, Karima Deli, que je connais bien, nous, les écologistes, on s'est clairement positionné pour le développement du train comme moyen de décarboner les transports, donc c'est cool le train, mais pas à n'importe quel prix. Or, juge-t-elle, ce projet, c'est la double peine, c'est une catastrophe environnementale, dit-elle, dotée d'un gouffre financier. Bon, c'est vrai que ça coûte très cher, 26 milliards d'euros au total selon la Cour des comptes. Et elle a dit, mais avec cet argent, on aurait pu faire d'autres choses, en fait, mieux pour l'écologie. Hein, combien de lignes de TER pourrait-on financer avec cette somme ? Les maires Europe Écologie de Lyon, de Grenoble, que sont Grégory Doucet et Éric Piolle, s'y opposent également, en parlant d'un énorme gâchis. L'État va encore débourser 3 milliards pour le Lyon-Turin, parce que, bon, là vous avez 21 milliards, mais c'est l'ensemble de la somme, une grosse partie qui est prise par l'Union Européenne, puis une partie par l'Italie, une partie par la France. Alors l'État va encore débourser des milliards pour ce projet, alors que nous, dit Éric Piolle, sur le bassin grenoblois, on a besoin de l'aide de l'État pour mettre en place des trains du quotidien, hein, sur le modèle du RER. Il dit par ailleurs, on est entouré de montagnes, la pollution de l'air est terrible. Je ne sais pas si vous connaissez Grenoble, c'est une cuvette, c'est une catastrophe au niveau de l'air. 100 000 véhicules arrivent chaque jour par les 3 branches de nos 3 vallées, mais on n'a toujours pas trouvé de l'argent pour ce projet, hein, lutter contre la pollution de l'air dans la vallée, là, qui a été chiffré à 1,1 milliard d'euros. Voilà, vous avez d'un côté les arguments pro-train, les arguments selon laquelle une ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, eh bien, va effectivement enlever des camions de la route et des avions dans les airs, et puis des écologistes qui disent ouais, mais le chantier sur un plan environnemental écologique c'est une catastrophe et cet argent il aurait pu être utilisé bien mieux. Je vais vous lire l'édito d'Alexandra Schwarzbrod qui résume la position de Libération là-dessus, et après, mais d'abord je vous lis. Photographe, les écolos sont jamais contents. Je vous lis. Hein. On bâche l'avion, mais construire des voies de chemin de fer, c'est pas non plus la panacée, dit Altalux. Merci Guacamaya et Linka pour ton joli pseudo et ce 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci encore Arnaud, tout à l'heure.
Ouais, c'est une ligne mixte pour le passager et le fret, nous rappelle MMG7F. Les écolos, ça va un petit peu, mais il faut laisser les gens travailler un peu. Je vous lis dans le chat, ça c'est un avis de la Cap Rouge. Ça fait du travail pour mon père, ça lui permet d'avoir un salaire, nous dit Stacy. Stululu. Il faut se dire que oui, c'est une catastrophe environnementale en ce sens. Mais sur X personnes qui vont prendre le train, ils ne prendront pas leur propre voiture, sans compter le plein d'essence. Il faut savoir ce qu'on veut. Bon appétit, Julot, bon appétit. Est-ce que c'est pas un peu tard? Le chantier n'est pas engagé, dit Sénèque. Ben si, mais il propose de tout stopper, quoi. Zorclub 04, merci pour le 6e mois d'abonnement. Je vous lis l'édito de Libération, vous allez voir, c'est intéressant, qui va plus loin en fait dans l'analyse. Le chantier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin est-il vraiment le projet du siècle dernier, totalement inadapté au monde d'aujourd'hui et de demain, comme l'affirment les écologistes? Il s'agit de faire gagner 30 ou même 60 minutes aux hommes d'affaires, nous sommes d'accord, ça n'a aucun sens, on s'en fiche. Mais le principal intérêt de ce projet n'est pas là, écrit Libé, à l'heure où la lutte contre le dérèglement climatique est, ou devrait être d'ailleurs, au sommet de nos priorités. Tracer une ligne ferroviaire de transport de fret et de voyageurs entre deux pays industrialisés ne paraît pas inepte, dit Libé. Tout ce qui permettra de limiter, voire d'éviter, le transport par la route ou par les airs est a priori bon à prendre. Donc Libé dit « c'est cool ». Néanmoins, écrit aussi Libération, on peut aussi comprendre la colère des écologistes. Pour mener à bien ce projet de ligne à grande vitesse, il faut éventrer deux massifs, il faut raser des forêts, il faut assécher des sources, il faut assécher des nappes phréatiques, le tout dans une région qui est magnifique, qui est prisée des amoureux de la nature. Merci Zorclub 04 pour le 6e mois. De quoi rendre fou et doublement fou si cette colère ne peut s'exprimer. Or, en décidant jeudi d'interdire le rassemblement qui était prévu ce week-end des soulèvements de la terre, association que l'État souhaite par ailleurs dissoudre, le préfet de Savoie, estime le journal, prend un risque énorme, celui de galvaniser davantage des militants gonflés à bloc. Attention, est-ce qu'on va encore avoir des images de violence ce week-end? Ce chantier illustre les difficultés qu'il y a et qu'il y aura. Ça c'est vachement intéressant, j'avais pour ça à savoir. Ce chantier illustre les difficultés qu'il y a et qu'il y aura de plus en plus souvent à concilier intérêt économique et écologique, et parfois même lutte contre le dérèglement climatique et préservation de la biodiversité. Libération nous dit de plus en plus, on va avoir des trucs, des vecteurs, des directions, des chantiers qui ne vont pas concilier lutte contre le dérèglement climatique et préservation de la biodiversité. Le Lyon-Turin, c'est ça en fait. On a un projet qui, a priori, va réduire les émissions de CO2, moins de voitures, moins de camions, moins d'avions, plus de trains. Donc c'est bien pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais par contre qui abîme une magnifique région et qui abîme la biodiversité. Intéressant, hein? Je trouve que Libération nous résume très très bien le truc. Vous en pensez quoi? VPDLK estime que même les entre écolos, c'est difficile de se mettre d'accord là-dessus. Je vois une alternative à l'avion, donc je plus sois. En fait, je trouve que Libé résume parfaitement le dilemme, en fait. Si on veut avoir aucun impact écologique, on va arrêter toute construction, dit Protagoras. Est-ce que le problème le plus urgent, c'est le réchauffement climatique? Un verre qu'agile, pour avoir reçu pas mal d'invités un peu spécialistes de la question, y compris sur cette chaîne, je dirais que oui, c'est un petit peu urgent quand même. Oui, c'est vrai. Cam, ouais. C'est un peu le même problème avec les éoliennes, bah oui. Sur un plan de environnemental, de paysage, c'est vrai que les éoliennes, c'est pas... Mais en termes de lutte contre le réchauffement, c'est plutôt pas mal. Je vous lis. Non, Alexandra, c'est pas le sommaire. On est parti, on est chaud là, on est chaud patate. Parce que c'est une petite revue de presse, une mini-revue de presse de 2 heures.
Marshmallow, j'ai perdu foi dans les écologistes depuis qu'ils sont anti-nucléaires, sachant qu'on ne fait pas plus safe et plus vert comme énergie. Là, Goût n'est pas d'accord. La décroissance est la seule voie possible. Ah ah, Draxou TV, c'est intéressant parce que Libération en parle, mais je vous ai pas mis du jaune dessus. Tout dépend du vrai impact sur l'environnement. Parce que ça réduit, oui, les transports en camion-voiture, mais si ça se trouve dans 20-30 ans et peut-être avant. Et ce ne sera que de l'électrique ou que de l'hydrogène. Donc cette construction aura peut-être plus détruit que préservé. Ça aussi, c'est un des éléments du truc. C'est vrai. Mais là, on est en mode boule de cristal, Madame Irma. Hein, où on sera au niveau des mobilités et en termes de propulsion dans 20 ou 30 ans. Quoi. Mais très bonne remarque, si je puis me permettre. Alors, là, il y a des gens qui, sur le côté safe et vert du nucléaire, sont pas d'accord. Hein. Je te lis Ratsa, je te lis Morgenstar. Morgenstar, ça fait bien longtemps que je t'avais pas lu d'ailleurs. Comment ça va ? Pas mal, hein. Pas mal vos remarques. Là. On en reparlera d'écologie et d'environnement, parce que tout à l'heure, on parlera de l'avion. Est-ce que l'avion peut devenir vert ? Il y a des avis différents là-dessus, et je pense que ce sera intéressant de vous lire aussi. Voilà pour ce dossier de Libération. Je vous en ai lu qu'une partie. N'hésitez pas à acheter Libé. Vous allez vous régaler. Notamment, il y a cet article qui est vachement intéressant sur Mohamed Ben Salman. C'est le patron de l'Arabie Saoudite. C'est MBS pour les intimes. Ce n'est pas un intime, donc je ne l'appelle pas MBS. Le prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est le prince héritier, mais le vrai patron, c'est lui, qui est en visite en France, qui est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Bon, on peut dire en grande pompe, hein. Mohamed Ben Salman qui espère obtenir un appui à ses ambitions internationales et faire oublier le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, parce que nous, on n'oublie pas. Oublier, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cet assassinat, je vais vous la rappeler, oublier l'infréquentable commanditaire de l'atroce assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, MBS ne pouvait pas rester impardonnable. Ils sont même devenus aujourd'hui incontournables, voire irrésistibles, pas seulement en raison de l'importance stratégique de son richissime royaume pétrolier, en pleine crise mondiale de l'énergie, hein, on a eu beaucoup besoin de gaz et de pétrole ces derniers temps, encore plus avec la guerre en Ukraine, mais aussi parce qu'il déploie un hyper-activisme diplomatique, économique, tous azimuts, on va en parler aussi, visant à transformer l'Arabie Saoudite, longtemps archaïque, en pays futuriste, tout en revendiquant une place d'acteur majeur dans les nouveaux équilibres internationaux. Pour ceux qui n'avaient pas, qui ne le savaient pas, Jamal Khashoggi, c'était un journaliste, un journaliste qui ne plaisait pas au pouvoir saoudien, qui était exilé d'ailleurs et qui a dû se rendre dans une ambassade d'Arabie Saoudite à l'étranger pour avoir des papiers pour se marier avec sa fiancée. Voilà. Sa fiancée l'a accompagné devant l'ambassade, elle l'a attendu dehors et Jamal Khashoggi n'est jamais ressorti. Ça se passait à Istanbul. Will, tu as raison. Et il n'est jamais ressorti de l'ambassade. Enfin si, il est ressorti mais en morceaux. Puisqu'après il y a eu des enquêtes, notamment de la CIA. Et les infos sont sorties. Et il a été torturé, et il a été découpé, et il est ressorti dans des valises. Voilà. Donc ça, on le sait. Donc pendant un moment, Mohamed Ben Salman a été un peu mis au banc de la communauté internationale. Joe Biden a dit qu'il ne lui serrerait jamais la main. Bon, finalement, il a bien dû le recevoir après quelques temps aussi. Tant le royaume d'Arabie Saoudite est influent et puissant, notamment en raison de sa production de gaz et de pétrole. Voilà. Et justement, eh bien, ce sont les ambitions du pays que ce papier évoque. Quant à la responsabilité de Mohamed Ben Salman dans cet assassinat, elle semble certaine. Il y a eu un procès d'ailleurs en Arabie Saoudite, mais ce sont des secondes mains, des petites mains, des seconds couteaux qui ont été poursuivis et qui ont été condamnés. Pourquoi Mohamed Ben Salman, merci Jean-Christophe G pour ce 6e mois d'abonnement, merci Taline au Creux Roux pour ce 21e mois d'abonnement.
Pourquoi Mohamed Ben Salman est à ce point incontournable? Pourquoi il est malgré tout reçu partout aujourd'hui? Pourquoi il a rencontré Biden il n'y a pas longtemps? Pourquoi le président Macron le reçoit là alors qu'il fait une tournée européenne? MBS, alors il y a le pétrole, il y a le gaz, mais c'est pas tout. MBS semble surtout saisir une boulimie d'initiatives dans tous les domaines, ce qui aiguise les appétits de tous ses partenaires potentiels. Bah ouais, ils veulent lancer plein de chantiers, plein de trucs, et potentiellement faire travailler plein d'entreprises de plein de pays, notamment, par exemple, l'entreprise française. L'accélération qu'on observe dans les projets lancés s'explique par l'obsession de Mohamed Ben Salman de réussir sa vision 2030. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vise à transformer à l'horizon 2030, vous l'avez compris, le pays et son économie. C'est ce qu'explique un chercheur français, David Rigoulet-Rose, qui dit « Le projet qui vise à la diversification de l'économie pétrolière veut attirer les investissements dans différents secteurs, y compris dans ceux qui étaient quasi inexistants, dans le tourisme, hein, par exemple. L'ambition déclarée est de passer à 10% du PIB en tourisme, contre 4% actuellement. L'engagement saoudien dans le sport aussi sert un double objectif selon une ONG. Je cite, les investissements colossaux sont un outil pour blanchir la réputation du royaume, améliorer son image, un royaume qui a un bilan épouvantable sur les droits humains. Mais ce que l'ONG appelle le sport washing, c'est intéressant, est aussi un moyen, pas seulement d'améliorer son image, hein. Oui, c'est le soft power, MMG, c'est ça, ouais. C'est aussi un moyen pour le régime de divertir sa population, notamment sa jeune population, parce que la population saoudienne est très jeune, sa jeune population très nombreuse, en l'absence de tout droit politique et de liberté civile, du pain et des jeux. Voilà. L'obsession de sa vision 2030, dit Libération, pousse donc MBS à multiplier les candidatures mégalomaniaques aux plus grands événements sportifs et culturels mondiaux. L'Arabie Saoudite est candidate pour organiser la Coupe du Monde de football. Hein. Si vous avez aimé le Qatar, vous allez adorer l'Arabie Saoudite, ou pas. Mais aussi les Jeux Olympiques d'hiver, hein, dans la ville encore virtuelle de Neom, chantier dont on parle beaucoup, ou encore l'exposition universelle de 2030. Voilà. Donc ça, les projets de l'Arabie Saoudite, qui du coup devient très fréquentable, quoi. Ouais. Ouais. Fils de pub écrit, il met énormément d'argent dans tous les secteurs, même la médecine, la technologie, pour se faire passer comme le sauveur du monde, et malheureusement ça commence à porter ses fruits. Merci Brekachu007 pour ce prime, merci beaucoup, merci du soutien. Oui, Léandrov, c'est The Line, c'est ça, ouais. Hein. Oui, et par ailleurs, ils s'entendent très bien avec Poutine, ouais. Alexandra, ne t'inquiète pas, pour moi, je suis en pleine forme. C'est la fin de la saison, mais je suis très heureux et tout va bien. Et la santé est au top. Merci. Ne t'inquiéter, c'est adorable. Je connais pas ça. Vous me parlez du Gamers 8, Gamers 8, compétition e-sport saoudienne avec des cash prizes énormes, me dit Sir P. Vermore. Donc on est aussi dans l'affluence soft là. Vous avez entendu parler de ce Gamers 8, Gamers 8? Vous connaissez? C'est intéressant ça. Pas au courant. Fais une petite recherche là-dessus. Merci pour l'info. Gamers 8. Gamers. J'ai fait le trait du 8 à la place. Alors, hey, clavier. Oh là, je suis pas doué. Voilà. Je ne sais plus servir d'un PC. Gamers. Je vais y arriver, donc des Jou. Voilà. Gamers 8. Oh ouais, dis donc, il y aura des trucs. Mais c'est assez récent ça. Je vois des actus qui datent de quelques heures, de quelques jours. Vous avez entendu parler, vous? Et Corvax me dit ils investissent énormément dans l'industrie du jeu vidéo avec différents studios et éditeurs. Dodo 21, ils ont investi 40 milliards dans le jeu vidéo, divers studios dans le monde, ok.
Mais non, non, mais je ressemble pas à Nagui. Qui vous racontez ok. Tiens, je clique sur un article. Hein. Hop. La Fédération saoudienne d'e-sport lance un programme de 5 millions de dollars, les Gamers 8 Club Awards. Comme ça, je prononce, je dis 8. La Fédération saoudienne d'e-sport a présenté son nouveau programme, projet qui vise à récompenser les organisations participant à son festival Gamers 8. Les organisateurs distribueront un total de 5 millions de dollars, putain, je vais jouer moi, aux organisations les mieux classées dans plusieurs titres pendant l'événement. Ok. 20h ce soir, Axwabunga. Il voulait pas racheter une Nintendo, me dit la carotte sévère. Il voulait racheter une Nintendo. Alors certains me disent 45 millions pour le cash prize, j'ai 5 millions là. C'est une erreur de l'article? C'est une erreur de l'article ou pas? Regardez. Ils ont une part de 8% chez Nintendo, c'est le plus grand actionnaire étranger, me dit Electroma. Ah, c'est différent le cash prize, d'accord. Ok. De l'argent, voilà, cagnotte de 45 millions de dollars, vous avez raison. Ok. Waouh. C'est 5 millions pour 9 catégories différentes. Merci, Sander le vrai, voilà. Incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Un jour, ils vont racheter Samuel Etienne pour 300 millions, dit Yveline. Bah non, les gars. Et les filles, d'ailleurs. Il faut pouvoir se regarder dans le miroir aussi. Hein, le matin, quand on se lève, et puis au soir de sa vie, quand on se couche pour la dernière fois, si vous dites, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? 2-3 trucs sympas. Ah, puis j'ai pris un peu de sous de l'Arabie Saoudite. Un moment, parce que bon, hein, ça faisait bien des sous. Hein. Malgré tout ce que je viens de dire sur la question des droits humains ou encore de l'assassinat de Jamal Khashoggi, vous diriez, et puis je me dirais aussi, bah, t'es quand même un enfoiré. Hein. Donc, bah non, ça se fait pas. Ça se fait pas. On peut pas. Comment je me regarde dans la glace? Comment je viens ici? Au moment de l'annonce, vous me diriez, vous seriez des dizaines, des centaines à me dire, dis non, t'es un bel enfoiré, et vous auriez raison. Donc non. Qu'est-ce que je vais... L'argent n'achète pas le bonheur, c'est sûr, ni la tranquillité d'esprit. Hein. En avoir un peu pour comment dire, être en mesure d'accompagner sa famille, d'être sûr qu'il lui manque rien, et puis même de chasser les soucis et les ennuis, parce que l'argent pour moi ça doit servir à ça, ça doit être un truc qui fait que bon, t'es assez tranquille en disant bon bah s'il y a la chaudière qui pète, s'il y a un truc qui a un pépin de santé, s'il y a un truc, bon, t'as un peu de sous pour faire face. Mais une fois que t'as cet argent pour t'apporter un certain confort, ce que j'ai réussi à obtenir moi à peu près aujourd'hui, je touche du bois et merci la vie, merci la chance. Une fois que t'as ça, t'as pas la peine de... La chasse aux millions va rien t'apporter de plus, quoi. De plus. De quoi de plus, hein? Pour 300 milliards, tu le ferais, Ticlem? Non, je le ferais pas. Oui, je dis merci à la vie, exactement. Donc, voilà. Un enfoiré... Rekas dit, tu seras un enfoiré, certes, mais un enfoiré riche. Bah oui, mais tant qu'à faire. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment, a priori... imaginons qu'on ait plusieurs vies, un cycle de vie, réincarnation ou autre, quoi. Bon, quelque part, il doit y avoir une histoire de karma, de trucs. C'est-à-dire que peut-être que, comme le disent certaines religions, dans ta vie d'après, eh ben, tu vas vivre des situations qui seront peut-être liées aux choses que tu as fait avant, bonnes ou mauvaises. Et puis, si c'est pas ça, si tu n'en as qu'une de vie, eh ben, c'est encore plus important. C'est-à-dire si tu n'en as qu'une, s'il n'y a rien après, c'est juste un one-shot, eh ben, autant au soir de sa vie, c'est toujours ça que je dis, important, te retourner et dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien et de mauvais? Ouais, bon, ça c'était pas terrible, ça c'était pas terrible, oh, ça c'était vraiment nul. La honte, ça c'était une grosse erreur, ok, d'accord. Mais globalement, j'ai essayé de faire des trucs plutôt cool, quoi. Voilà, et d'être...
responsable, respectable, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Docteur Phoenix, et surtout tu mettrais ta famille à l'abri sur plusieurs générations. Tu sais, Docteur Phoenix, cet argument-là, c'est l'argument de tous les gens qui se mettent à gagner beaucoup d'argent et qui à un moment, pas tous, hein, mais qui à un moment pour se faire mettre un petit peu les valeurs au second plan. Ils disent oui, mais ça va mettre, c'est pas, je le fais pas pour moi, c'est pour mettre ma famille à l'abri et parfois pour plusieurs générations. Oui, mais so what? Tu fais quand même de la merde à un moment. Donc je suis pas sûr que ta famille soit super fière forcément que tu le fasses comme ça, quoi. Voilà. Bon, après, c'est juste ma vision du truc. Peut-être que c'est totalement débile. Je parle de gagner des centaines de millions, hein, des très riches, quoi. Pas l'aspiration à avoir un minimum de confort. Quand il y a Scrubs 1 versus 1, nos magnifiques pseudos dit toi, c'est une réponse de riche que tu fais. Moi, j'ai atteint un certain niveau de confort et encore merci à la vie, merci à la chance. C'est aussi un petit peu de travail par ailleurs, mais je ne dis pas qu'il faille lutter et faire tout ce que tu peux pour justement atteindre ce niveau de confort qui va un petit peu te garantir de la tranquillité et du confort pour ceux que tu aimes aussi. Mais c'est la quête de l'argent, du beaucoup d'argent à tout prix qui peut, en fait, au niveau des valeurs, te mettre en danger. Moi, j'ai jamais accepté de faire un truc professionnellement qui allait contre mes valeurs, quoi. Ça, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, quand je suis dans un endroit où ça le fait pas, je me barre. Allez, on arrête de parler de moi, sans aucun intérêt. On va plutôt parler du service national universel. Merci beaucoup, Hollywood Ad, pour le 16e mois d'abonnement. Manur, merci beaucoup pour le 18e mois. Bricachou007, encore merci, parce que tu as quand même un pseudo magnifique. Alors, le SNU, le service national universel. Alors ça, c'est un truc à épisode, c'est un feuilleton. Ça continue de bouger un petit peu, mais pas tant que ça. On va voir ce qui se passe encore dans Libération Magnifique Libé aujourd'hui. Des jeunes sous le drapeau français coûte que coûte. Le gouvernement a enfin trouvé la parade pour tenter de généraliser le SNU, cher à Emmanuel Macron, dès mars 2024. Ça, c'est la nouveauté. Écoutez bien, la nouveauté sur le SNU, c'est ça. Dès mars 2024, donc c'est mars de l'année prochaine, les professeurs volontaires pourront inscrire leur classe de seconde à des séjours de cohésion de 12 jours sur le temps scolaire. Et cela en plus du truc qui existe déjà, c'est-à-dire les sessions qui existent depuis 2019 pendant les vacances pour les volontaires de 15 à 17 ans. La nouveauté, donc, c'est qu'en classe de seconde, à partir de mars 2024, les professeurs volontaires pourront inscrire leur classe de seconde à des séjours de 12 jours, des séjours dits de cohésion. Ça, c'est une annonce qui a été faite hier. À la fois encadrée par d'anciens militaires, des animateurs et du personnel de l'éducation nationale, le SNU n'est ni l'école, ni l'armée, ni la colo, répète Sarah El Haïry, qui est la secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, alors que ses détracteurs l'accusent de vouloir, entre autres choses, militariser la jeunesse. Bon, il y a la critique sur la militarisation, puis il y a la critique sur le coût de ce truc qui coûte un peu une fortune. Pour comprendre, écrit Libération, d'où vient cet objet hybride, il faut revenir à l'idée présidentielle originelle, puisqu'en 2017, lors de son discours sur la politique de la défense, eh bien, le candidat Macron, à l'époque, propose de rétablir un service militaire universel d'un mois, obligatoire pour tous les jeunes, afin de renforcer quoi? Leur cohésion, leur engagement. À un moment, pour essayer de comprendre ce truc, il faut essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi, à un moment, le président Macron veut faire ce truc, quoi? Eh bien, c'est pour créer de la cohésion, de l'engagement dans une génération, dans la jeunesse. Pas question d'aller au combat, hein. Il s'agira d'une expérience républicaine, dit Macron. Macron assez flippé par l'incommunicabilité, confie un proche à Libération. Le SNU, c'est donc l'idée que les gens ne se parlent plus dans une société et qu'il faut créer un espace où ça se rebrasse. Je vous lis parce que je vois plein de critiques intéressantes. Tiens, par exemple, Opsi. Il trouve ça plutôt cool. Tout le monde critique, mais je pense pas que ce serait une mauvaise chose. Ça permettrait d'apporter de la rigueur, de l'ordre, du patriotisme, de découvrir le métier des armes aux jeunes et pour certaines vocations. Attends, il n'y a rien de militaire là. C'est encadré par les anciens militaires, mais il n'y a aucun moment on découvre les armes. Donc non, alors je lis ton analyse qui est intéressante, mais il n'y a pas d'armes là. Voilà.
Est-ce que c'est alors du lien, un brassage, une expérience républicaine? Il y a Azazu qui dit c'est pas le but de l'école à la base, ça, ce truc, quoi. Je vous lis. Et les parents et les élèves, dit Desnec, est-ce qu'ils auront le choix? Alors d'après ce que je comprends de l'article de Libération, ce ne sera pas une obligation non plus pour les élèves, c'est-à-dire que de même que pour une sortie scolaire, voilà, l'élève et sa famille pourront refuser de participer au SNU, d'après ce que je comprends. Voilà. Il n'y aurait pas une obligatoire. Mais, à un moment, le gouvernement dit oui, mais quand même, par exemple, pour Parcoursup, genre, ça pourrait donner des points. Ok. Continuons. Donc le chef de l'État s'accroche à cette idée-là. Il tient à rendre le dispositif obligatoire, parce qu'aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat, et il y a très peu de jeunes qui sont intéressés. Donc il veut le rendre obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge, donc ça concerne à peu près 800 000 jeunes chaque année. Ce qui ne coûterait pas moins de 2 milliards d'euros par an. Bon, bah, c'est quand même beaucoup d'argent. Sans compter qu'il manque des encadrants, des locaux et puis des jeunes, puisque le dispositif n'attire pas les foules, je vous le disais. Depuis son expérimentation, le SNU a eu du mal à décoller. 32 000 jeunes en 2022 au lieu des 50 000 attendus. Ouais, 2 milliards, je sais, c'est beaucoup. Voilà. Alors, quelle forme maintenant va prendre cette nouvelle déclinaison du SNU, qui est annoncée donc pour le printemps prochain? Notre objectif est de créer de l'engouement, dit la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Ça n'est pas gagné tant les organisations de jeunesse clament leur opposition. Alors sur l'ambition de ce truc, sur la forme du SNU, vous en pensez quoi? Lorsqu'il dit ces 2 milliards, ça pourrait plutôt être mis dans l'éducation, ce serait pas plus mal. Merci Y67 pour les 12 mois d'abonnement, c'est adorable. Merci pour le message, merci pour le cadeau anonyme qui a été fait à Michel Drucker, qui est donc désormais abonné à cette chaîne. Michel, tu vas tout comprendre à Twitch, tu vas voir, tu vas kiffer. Il vaudrait mieux rendre les écoles plus mixtes socialement. Là, c'est juste l'illusion du brassage pendant un mois. Même pas un mois, hein. Attends, c'est quoi là, on me dit? Je vais te dire. 12 jours. Les nostalgiques du service militaire national, auquel moi j'ai participé parce que je suis vieux, c'était que ça... C'était un endroit de brassage social, où c'était en partie vrai, mais pas totalement, se rencontrer des jeunes qui n'auraient jamais été amenés à se rencontrer. Bon, c'est vrai que moi, pendant mes classes, par exemple, les classes militaires où tu apprends justement à te servir des armes, des trucs comme ça, là, j'ai rencontré des jeunes que j'aurais sans doute jamais rencontrés autrement, des gens du Nord, des gens du Ouest, des gens des territoires d'outre-mer, des gens de milieux sociaux très très différents, des gens de milieux très favorisés, d'autres très défavorisés. C'est vrai des classes. Voilà. Là, mais bon, sauf que les classes, bon, ça dure pas très très longtemps. Et puis après, moi, comme j'étais déjà passionné par le journalisme, j'ai réussi à trouver, je l'assume complètement, hein, un poste dans l'armée en tant que journaliste. J'ai été journaliste, j'écrivais des papiers sur la Marine nationale, sur les bâtiments de la Marine nationale. Et j'étais dans un bureau à Paris avec 4 autres matelots qui en fait avaient tous fait des études supérieures pour pouvoir être sélectionnés pour ce poste, quoi. Et en fait, je me suis retrouvé avec des jeunes qui, pour le coup, étaient les mêmes que moi, quoi. Hein, voilà. Et donc là, le brassage... voilà. Oui, un planqué, tu peux le dire, Alex Bagon. J'assume, hein, j'assume. Pour moi, c'était une année d'expérience professionnelle pour rajouter cette expérience sur un CV dans un milieu où il est extrêmement difficile de percer au début, qui est le milieu du journalisme, où c'est vraiment chaud. Donc comme j'ai su que ça existait, j'ai tenté ça, j'ai passé plusieurs entretiens pour plusieurs journaux militaires et j'ai eu la chance d'être pris dans la Marine nationale, quoi. Donc beaucoup de gens comme moi, en fait, finalement se retrouvaient pas du tout brassés socialement. Moi, l'objectif, c'était pas d'éviter ce brassage, c'était juste de me faire une expérience professionnelle, mais vous voyez bien que le truc marchait pas totalement, quoi. Bon, j'arrête de parler de moi, bordel, je parle toujours de moi, c'est chiant. Mais bon, ça c'était les partisans du service national disaient ça brassait un peu les jeunes. C'était pas totalement faux, mais c'était pas totalement vrai non plus, quoi. Bon, là c'est sûr, le truc de 12 jours là, ça va brasser que dalle, hein. Ça va brasser que dalle.
Après, moi j'ai bien aimé mon service national, mais c'était un service particulier, quoi. Il y a le Cogite qui dit je suis animateur de métier, on manque de moyens. Sarah El Haïry laisse s'émietter l'animation périscolaire et l'éducation populaire en précarisant les métiers de l'animation. Comment va-t-elle convaincre des professionnels du métier? Bon courage à elle. Ouais, les fameuses LAN Dragon Wild. Ouais, je faisais des LAN avec les autres matelots. On mettait nos PC en réseau et en douce, on jouait aux jeux vidéo en réseau, mais il faut pas le dire, faut pas le dire. On faisait ça, on faisait mine de bosser en fait. C'était super cool. Et Eltine lance le débat. Ça choque personne de faire sauter 2 semaines de cours pour ce truc-là? Il y a Gérard qui dit chez moi c'est 2 ans pour les filles et 3 ans pour les garçons. Tu pars du service militaire, 2 ans pour les filles, 3 ans pour les garçons. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en Israël. Je pense que tu nous parles de là-bas. Salut Mirette. Merci de nous rejoindre. En seconde, ça va, dit Cassie-Marine, on peut louper 12 jours. Faut arrêter, on perdait une année en pleine formation, on cherchait tous à se faire réformer, dit Sadine Live. C'est vrai que c'était ce truc, c'était souvent dans la foulée des études supérieures. Donc, genre, tu des études supérieures et pas, fallait partir une année, te donner une année, 10 mois à mon époque de ta vie, à l'armée, au pays, au nom de valeurs qui pouvaient être intéressantes d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça pouvait faire un bon stop dans ton parcours, quoi. Donc il y avait plein de jeunes ou qui essayaient d'y échapper, de se faire réformer à mon époque, ou alors de bosser pour une entreprise, de faire des VSNE à l'étranger, là. Mais c'est assez compliqué d'en obtenir. Voilà. Bon, vous n'êtes pas super convaincu par le SNU, hein. Il y a 50 Breaker qui est un petit peu sur la ligne proposée par Macron. Le SNU, c'est une réponse à la disparition des rituels au passage de la vie d'adulte. J'entends bien, mais 12 jours, le truc là, qu'est-ce que ça va faire, quoi? On ferait mieux d'investir dans l'éducation et les écoles qui tombent en ruine, dit Remake. Intéressant ce que vous dites là. Ouais, je peux pas. Faudrait que je le fasse. Faudrait que je le fasse pour me faire un avis. Faudrait que je le fasse ce SNU. Mais j'ai peur que, au vu de la tête du papy qui débarque, ils vont vite me calculer, quoi. Dis donc, monsieur, la caisse de retraite, c'est par là, hein. Vous voyez, je pense que j'aurais du mal à intégrer le truc, quoi. Y67, merci pour le 12e mois d'abonnement, ça se fait. J'ai la ref. Il y a Nico Manga qui se moque. Demande à Thibaut InShape, il a les bons contacts. J'ai la ref. D'être des coquins quand même, hein. Kazé, merci pour le prime, c'est adorable. Donc Libération, vous avez vu, au moins 3 beaux articles intéressants, hein, on l'évoquait. Je vous les remonte pour ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à acheter Libé aujourd'hui. Entre ce dossier sur le tunnel Lyon-Turin, vachement intéressant, il y a des manifs ce week-end qui sont attendus. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite en visite à Paris, et à l'instant le SNU. On passe aux Parisiens. Alors, le Parisien avec une belle histoire, une fois n'est pas coutume dans l'actualité. Il n'y a pas souvent des belles histoires, celle-là elle est magnifique. C'est l'histoire d'un enfant, vous le voyez ici, un petit bébé qui a été sauvé en fait, voilà, par une opération médicale en France, première mondiale. Cocorico, je ne chante pas la Marseillaise mais je suis pas loin. Lisandro sauvé dans le ventre de sa mère, il a été opéré dans le ventre de sa maman. In utero, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Première mondiale, c'est chez nous, c'est français. Vous aimez? C'est français. Atteint d'une malformation au cerveau, le petit chou là.
Ses chances de survie étaient minces, mais genre mince. Une équipe de l'hôpital Necker l'a opéré in utero, c'était ça. Et le bébé se porte comme un charme, il est en pleine forme. Il s'appelle Lissandro Tichouchou. Merci Benjamin Gambon pour le 4e mois d'abonnement. Bébé miracle donc. À l'hôpital Necker à Paris, les médecins ont opéré un fœtus donc avec une malformation cérébrale qui devait le condamner. Aujourd'hui, il a 8 mois et il va très bien. Nous l'avons rencontré, d'ailleurs, les équipes médicales ont attendu d'être sûr que l'enfant allait bien en fait pour communiquer autour de cette opération. A priori, il va très très bien. Il est guéri même, dit Olivier Nagara, qui est son médecin, qui est l'un des sauveurs qui l'ont opéré. Il fait partie de cette équipe de l'hôpital Necker à Paris, donc qui a opéré le garçonnet avant même sa naissance. Si les opérations in utero dans le ventre de la maman ne sont pas nouvelles, aucune n'avait été réalisée sur ce type de malformation au cerveau dont souffrait le fœtus, un anévrisme de la veine de Galien, un truc très très rare, mais aussi très très grave. À la première échographie, c'est la maman qui raconte le bébé se porte à merveille. La deuxième, ça y est, Marco et Elodie, les parents sont fixés, c'est un garçon. À la troisième, censée être l'échographie la plus légère, voilà, c'est au début, c'est au début qu'on sait s'il y a viabilité de l'enfant, tout ça. En général, on dit que on n'annonce pas à son entourage une grossesse avant le 3e mois parce que jusqu'à 3 mois, ça peut être compliqué, on n'est jamais sûr de la viabilité de l'enfant. Mais bon, on est sur la 3e écho, les parents sont super tranquilles, sauf que le gynécologue passe et repasse la sonde sur le ventre arrondi d'Élodie, dans un silence de plomb, il dit rien. On regardait avec mon compagnon sans poser aucune question, on a compris tout de suite que c'était sérieux, se rappelle la jeune femme. À l'écran, on voyait de grosses taches blanches au niveau du cerveau, dit la maman. Le docteur qui ausculte sort des livres, tourne compulsivement les pages, vous imaginez la tête des parents. Je ne sais pas exactement ce que c'est, dit le médecin, il faut que vous alliez à Necker, incite-t-il dans un parfait réflexe, commente le Parisien. Là, un ponte de Necker du service de médecine fœtale les reçoit et pose le diagnostic anévrisme de la veine de Galien, malformation qui provoque un afflux sanguin trop important dans le cerveau. Pour absorber le débit, le cœur travaillait beaucoup par ailleurs et était devenu le cœur beaucoup trop gros aussi. Après examen et analyse, les nouvelles empirent. Le fœtus a 90%, 88% exactement, de mourir. 88% de risque de mourir. Et si ce n'est pas le cas, d'être lourdement handicapé. Alors les médecins proposent 3 options par an. Un avortement thérapeutique, un accouchement probable d'un enfant mort-né, 3, une opération. Jamais tentée. Mais dont les experts parlent depuis plusieurs mois. Waouh! Imaginez, vous êtes à la place des parents, quoi. Alors les parents disent, on n'a pas hésité, donc il fallait tenter de sauver l'enfant. La maman raconte l'opération, parce que c'est une anesthésie locale et pas générale. Sur la table d'opération, Elodie sent des mains sur son ventre, il faut retourner le fœtus, lui mettre la tête en haut, le reste elle ne le voit pas, elle ne le ressent pas, ni la piqûre qui perce les couches de son ventre pour anesthésier le bébé qu'elle porte, donc anesthésie de l'enfant in utero, ni l'aiguille ultra fine qui traverse le cerveau de l'enfant jusqu'à la veine tellement déformée qu'elle forme une bulle, ni le cathéter introduit qui permet au neuroradiologue de placer les fils pour freiner la malformation, ni son retrait enfin d'une extrême minutie. Donc on sent le truc qui est fait même pas au millimètre, quoi, un truc de fou, quoi. Tout l'enjeu est là d'ailleurs, savoir si la veine va résister ou provoquer une hémorragie massive. C'est cette éventualité qui fait que cette opération jusque-là n'a jamais été tentée. Voilà. La dinguerie dit Azur Curcial, Rulio, ces gens sont des héros, je suis assez d'accord. Rien au final, aucune plaie, aucun saignement. En 45 minutes, l'équipe vient de réaliser une prouesse et de sauver l'enfant. Voilà. J'en ai les... Fou, c'est incroyable cette histoire. Voilà. Alors il y a eu... c'est intéressant parce que l'histoire est... Je vous passe les détails, mais en fait, le Parisien a entendu parler d'une opération réussie comme ça aux États-Unis. Voilà. Et puis quelqu'un leur a dit « Ah, mais je crois qu'en France, il y a des gens qui ont fait ça aussi. » Et ils se sont renseignés. Ils se sont rendus compte qu'une équipe de Necker l'avait fait aussi.
avant les Américains. Et l'avait réussi aussi, mais attendait en fait que l'enfant grandisse pour être sûr en fait que le job avait bien été fait et que l'enfant était en pleine forme. Et donc un équerre, ils ont confirmé, ils se disent bah oui, on attendait un petit peu, mais oui, effectivement on l'a fait et on a regardé les dates. En fait, la première équipe au monde à avoir fait cette opération, l'avoir réussi, eh bien c'est la France. Voilà, c'est ouf cette histoire. J'adore, du coup vous enflammez un peu. Il y a Baron qui dit qu'on leur donne un salaire de footballeur aux chirurgiens, ils le méritent. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Petit chouchou, il est là. Lisandro. C'est beau, hein. Voilà. Donc, dans les journaux, il y a aussi des belles histoires aussi comme ça. Je tenais à vous la mettre de côté. En voilà un débat qui va sans doute animer le chat encore. Du coup, je m'hydrate. Est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion? Est-ce qu'il faut prendre l'avion le moins possible, hein, pour le bien de la planète, pour baisser nos émissions de CO2? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre la pression sur le secteur de l'aviation pour aller vers l'avion vert? Le plan de la France pour l'avion vert, est-ce qu'ils vont les repeindre? Dit quelqu'un dans le chat. 300 millions par an pour la filière, une usine de kérosène durable. Le chef de l'État va dévoiler aujourd'hui une batterie d'annonces, vous l'aurez appris avant tout le monde, que le Parisien aujourd'hui en France vous révèle. Donc il y a des annonces aujourd'hui là-dessus. Il y a Savage Lab qui nous dit « Je te regarde de l'aéroport, oups ». J'adore. Non, c'est pas ça. Non. Ah, c'est ça que je voulais faire. Bravo. Lisons l'article de Marcello Westfried avec Victor Tassel. Je zoome un petit peu. Branle-bas de combat au sommet de l'État pour préserver l'avenir de l'une des rares filières exportatrices françaises, l'aéronautique. En amont du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, qui s'ouvre le 19 juin, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans une usine du motoriste Safran, en Seine-et-Marne. Et dans ce site, il doit dévoiler son plan pour développer l'émission. Quand on dit l'avion vert, c'est quoi? Pour développer l'avion zéro émission. Je vois plein de commentaires dans le chat, je vais vous lire. Je vous donne d'abord les infos. La France et l'Europe doivent se positionner dans la compétition entre grands blocs, Chine, États-Unis, qui se profilent sur le marché des avions décarbonés, capables à terme d'intégrer à 100% des biocarburants, explique un conseiller de l'Élysée. Selon nos informations, Emmanuel Macron a donc prévu d'annoncer une enveloppe de 300 millions d'euros par an à partir de 2024 pour soutenir la recherche, le développement dans la filière en France, donc Airbus, Thales, Dassault, Safran, les sous-traitants, pour stimuler les progrès en matière de développement de nouveaux moteurs, développement de l'hydrogène, de développement de modèles plus aérodynamiques, de carburant propre. L'objectif fixé est de remplacer l'Airbus A320 par un modèle propre volant avec 100% de biocarburant. Certains en doutent, dans le chat, je vous lis. D'ici 10 ans, le programme d'avion à bas carbone qui doit être lancé avant la fin du quinquennat. Parallèlement, selon le Parisien, la France va aussi ouvrir son premier grand site de production de carburant durable pour l'aviation, qu'on appelle le SAF dans le jargon aéronautique pour Sustainable Aviation Fuel. Il s'agit d'huile usagée, de résidus de bois ou agricoles. Voilà. Voici pour les annonces. Et maintenant le débat, c'est à vous. La zone aéro qui connaît bien le sujet est avec nous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible un avion zéro émission, quoi, 100% biocarburant? Qu'est-ce que ça vaut? Après, on ira lire un petit billet de quelqu'un qui dit « Arrêtez l'avion bashing ». Vous me direz ce que vous en pensez. Vlachande, merci pour le gentil message et le troisième mois. D'abord, il faut lire zéro émission nette, dit la zone aéro. L'avion vert, c'est un oxymore pour Monsieur Malone. Méga bullshit, dit la Gougoun. C'est du techno-solutionnisme. C'est agréable pour nous, nous dit Célanas. J'avais vu ton message tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est bien pour les générations futures. Que ce soit l'avion ou la voiture, l'important c'est de changer les mentalités, dit Tech Pike. On ne peut pas arrêter de se déplacer, mais on peut moins se déplacer. La bonne blague, l'avion vert, dit Matt Flo. Joli le chat, ça régale déjà, dit Serum Phi. Petit problème aux yeux, Serum Phi? Serum Phi, non, je me mets du Serum Phi parfois dans les yeux, moi.
Je vous lis. Draxou TV, c'est très bonne chose de faire de la recherche et développement afin de ne pas supprimer les avions, les réguler et faire en sorte de trouver des alternatives. Oui, mais pas les supprimer. Je vous lis. La zone aéro. Il faudrait bien voir que l'aviation a diminué ses émissions de près de 85% ces dernières décennies. Si tous les modes de transport faisaient pareil, on avancerait. Pardon, hein, je fais... Intéressant ce que dit Sacrod, ça va nous emmener vers l'édito que je voulais vous lire. Sacrod dit, c'est un truc pour riches, l'avion, qu'une minorité de personnes utilisent, donc c'est du luxe. Est-ce qu'on a encore les moyens de nous permettre le luxe, donc face à la situation réchauffement climatique? Je ne le crois pas, dis-tu. Je vous emmène voir l'édito qui est à la fin, là, tout à la fin, mais qui va avec ce sujet, qui est dans, c'est dans quoi? Dans les Échos. C'est l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, qui le signe et qui dénonce un aviation bashing. La tentation d'un nouveau suicide français. Donc lui, il tire la sonnette d'alarme concernant notamment les conséquences économiques pour la France, puisque vous savez que la France, beaucoup d'emplois dans notre pays dépendent de ce secteur. Proposer de réduire autoritairement nos libertés de déplacement trouve un écho étonnamment complaisant chez un certain nombre de décideurs. Et depuis quelques années en France, l'aviation est la cible d'une attaque en règle de la gauche radicale, écrit donc Djebari, qui au motif de lutter contre le dérèglement climatique l'a voué aux gémonies. L'aviation subit le même traitement que le secteur du nucléaire durant 2 décennies, semblant vouloir l'engager vers un nouveau suicide français. À l'avion coupable, certains proposent d'y substituer systématiquement le train, analyse paresseuse, car les 2 modes de transport sont parfaitement complémentaires, dit encore Djebari. Le train à grande vitesse est adapté pour les trajets de moins de 3 heures, quand l'avion, naturellement, est un mode de transport pour les distances les plus longues. Le train est très fortement subventionné, mais son bilan carbone est meilleur. L'avion nécessite beaucoup moins d'infrastructures, mais sa croissance à l'échelle mondiale nécessite effectivement de le décarboner rapidement. D'autant que ceux qui culpabilisent les voyageurs décrivent souvent une société qui n'existe pas. Ils évoquent une jeunesse univoque, supposée climato-active, sinon activiste, hostile à l'aviation. Or, les jeunes de moins de 25 ans d'aujourd'hui se déplacent exactement comme les générations d'il y a 10 ans. Les contempteurs de l'aviation méconnaissent aussi les progrès immenses en matière de performance écologique. Énergétique. Ils ignorent que le secteur attire toujours plus les jeunes diplômés. Ils feignent de ne pas voir ces milliers d'enfants qui continuent de rêver les yeux tournés vers le ciel. Ils pensent que pour punir les riches, qui prennent effectivement davantage l'avion, il faut priver du voyage de leur vie des millions de Français plus modestes. Aveuglement idéologique, suffisance de classe, estime Jean-Baptiste Djebari. Réduire autoritairement les déplacements par avion, c'est aussi penser qu'on peut changer le monde sans même se donner la peine de le connaître. Personne ne se déplace pour le plaisir de consommer du carburant. Les humains voyagent pour développer les projets, pour voir des proches, pour se soigner, pour porter assistance aux plus démunis et pour découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Se déplacer est un besoin essentiel de l'homme. Le lui interdire, c'est l'asservir. Pour toutes ces bonnes raisons, l'aviation va donc continuer de se développer, dit-il, et c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire d'accélérer son verdissement. C'est nécessaire pour satisfaire nos engagements climatiques, c'est fondamentalement notre intérêt économique et industriel, d'autant que l'aéronautique française excelle.
à l'échelle mondiale. Les avions d'Airbus, les moteurs de Safran emportent des millions de voyageurs en sécurité chaque jour et notre pays fourmille d'innovateurs qui conçoivent la génération d'avions sobres en carbone et les carburants propres de demain. La préservation de nos libertés n'est pas une coquetterie. Je finis la petite tribune. Elle doit rester au cœur des principes de notre société. Voyager n'est pas faire preuve d'une légèreté coupable, c'est un besoin anthropologique de l'être humain. Aimer et soutenir l'aviation n'est pas une déviance, c'est rendre hommage au génie des aviateurs d'hier et façonner la génération des inventeurs de demain. Le destin de la France, ce n'est pas de se morfondre et de culpabiliser les siens, c'est de contribuer de façon décisive et concrète à la transformation du monde. À vous maintenant. Nous dit El Nitsim, toujours la même rengaine de la droite qui veut nous faire croire que la liberté c'est faire tout ce qu'on veut, c'est philosophiquement pauvre. Quelle audace, ils sont marrants avec leur train, leur billet à 100 balles pour 3 heures de trajet. S'ils veulent que les Français prennent le train, ils n'ont qu'à se démerder pour diminuer le coût des billets. Comment ça peut être aussi cher ? Je vous lis. 50% nous dit Orbard. 50% des Français ne prennent jamais l'avion. 80% des gens dans le monde ne prennent pas l'avion. Ce n'est pas un transport du quotidien. Il fait 5% des émissions globales, donc oui, il faut arrêter. Besoin essentiel, il abuse un petit peu quand même, dit Jackie Chan et d'autres. Dans ce cas-là, tu autorises 2 allers-retours personnes par an et en avion, point. C'est beaucoup déjà. Allez, un ou deux messages. Et puis, je passe à autre chose. Argost n'est pas convaincu par ce tout changer pour que rien ne change. Le techno-solutionnisme avec toute cette sémantique du vert, croissance verte, transport vert, etc. Merci Warscops pour ce 12e mois d'abonnement. Et ben maintenant, pour vous remercier de votre gentillesse et de votre fidélité, on fait péter l'horoscope. Hop. L'horoscope pour les... Oh là, Fanny, t'as tellement été rapide, quelle machine. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on a un jeu débile quand on arrive sur la page horoscope du Parisien. Le premier et la première à me donner son signe astrologique sans faute d'orthographe, parfois on fait des petits concours sur l'actu, eh bien je lui lis son signe. On n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, mais ça nous fait marrer. Ah, l'appli marche moins bien qu'avant. Avant, on pouvait zoomer plus. Ah, c'est dommage, vous ne pourrez pas lire le reste. Sagittaire. Qu'est-ce que ça... Ah, t'arrêtes de bouger, ouais. Sagittaire. Cœur. Vous êtes prêts, les Sagittaires? Bravo, les Sagittaires. Et merci à Fanny Schneider qui a été la plus rapide. Sagittaire. Célibataire, vous roulez trop des mécaniques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Célibataire, vous roulez trop des mécaniques. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi, vous frimez trop, vous... C'est bizarre, hein. Si vous êtes en couple, c'est toi. Si vous êtes en couple, votre conjoint aura vite fait de vous faire tomber de votre piédestal. Ok, d'accord. Donc l'amour, bof. Si vous êtes célibataire, vous en faites des caisses. Et si vous êtes deux, manifestement, vous en faites des caisses aussi. Et du coup, c'est votre partenaire qui va vous mettre un petit peu à l'amende. Ok. Ok, bon. Ok. Capricorne, je ne savais pas que vous étiez comme ça. Je ne savais pas que vous étiez comme ça. Sagittaire plutôt. Réussite, un problème administratif va se résoudre. Ah! C'est-à-dire que c'est fascinant l'horoscope. Tous les Sagittaires à travers la planète ont actuellement un problème administratif et il va être résolu. C'est beau. Et forme, bon moral. Voilà. 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 Donc, tous les Sagittaires ici qui sont réveillés du mauvais pied, du pied gauche,
et on soit en mode non, 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 arrêtez. L'horoscope du Parisien vient de vous dire que vous avez un bon moral. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir le moral, en fait c'est un problème de perception. Au fond de vous, vous avez un bon moral. C'est marqué. Voilà. Ouais. Précise-t-il le problème administratif? Je ne pensais pas en avoir, Tony Fleck. Ben si on a. Tu ne le sais pas, mais il y a quelque part une administration en France qui te cherche. Il y a une administration en France qui essaie de t'écrire, mais qui n'a pas la bonne adresse et qui veut te faire payer une amende ou te demande des papiers, peut-être un contrôle fiscal ou voire, je sais pas, une peine de prison. Voilà, tu es recherché quelque part par l'administration en France. Alors, il faut que tu te renseignes absolument, puisque tu as un problème administratif. Voilà. Mais, a priori, il va se résoudre. Voilà. Bon, c'est dans le Parisien. C'est dans l'horoscope, donc c'est sûr. C'est sûr. Sûr. Je me ferais bien un petit café. J'ai le droit, là, 13h29 ? Oh là là, non, je peux pas, je pars dans un quart d'heure, je pars à mon rendez-vous. Non mais là, je fais une mini pause. Allez, je fais 2 minutes de pause, parce que là, je pars sur l'histoire du naufrage là en Grèce et là, il me faut, on est obligé on est sur l'info la plus forte là, la plus essentielle, la plus dure, la plus dramatique aussi. Donc là, je vous prends une mini pause et on part sur ce truc qui est vraiment très important. Je vous mets 2 minutes de musique, ok? Et puis on se retrouve dans 2 minutes. Une petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on parle de ça, quoi. Ok? 2 minutes et on parle de ce qui s'est passé au large de la Grèce, là. C'est une dinguerie. A tout de suite. Why don't we run away? Why don't we leave today? If the world ends,
Ok. Ce morceau est parfait. On se le met pour le raid tout à l'heure, parce qu'on fera un petit raid, bien sûr. Ok. Avant de reprendre la lecture des articles, je vous rappelle que on se décarcasse ici et qu'on a 2 streams importants à venir. Ce soir, 20h, Sam Play numéro 2, quand un vieux machin de approximativement 137 ans, j'ai perdu ma date de naissance, donc je ne sais pas exactement, part à la découverte de l'univers du jeu vidéo, parce que ça faisait très longtemps que je voulais m'immerger dans ce contenu fascinant et ultra riche. On a fait la première la semaine dernière avec Kayane sur l'univers de Street Fighter, on fait la deuxième ce soir avec Ken Bogart sur l'univers de Mario. C'est à 20h ce soir sur ma chaîne Twitch et on va se régaler, ça va être une dinguerie. Voilà. La première émission était super sympa, on en refait une autre et puis à la rentrée, l'idée c'est qu'elle devienne hebdomadaire. Je suis en train de trouver les moyens pour ce faire. Et puis la numéro 7 de l'exposition Étienne, c'est demain soir 20h en direct de Rennes avec Joe, avec Pépin, avec Foki. Pépin et Foki que vous voyez sur ce petit visuel, qui sont 2 streameuses, qui sont 2 artistes. Eh bien, on fait un petit direct depuis Rennes pour l'exposition Forever 60s, dans un magnifique endroit qui est le couvent des Jacobins à Rennes. Voilà. Et une expo que je suis allé voir lundi pour un repérage technique qui est magnifique, voilà, qui est vraiment superbe, sur le pop art, sur la naissance du pop art, sur les années 60, voilà, le foisonnement culturel, l'effervescence culturelle, artistique des années 60. L'exposition est détendue. Voilà, allez, c'est super, vous viendrez. L'exposition numéro 7. J'y suis allé en avion, bien sûr que non, je suis allé en train, bande de foufous. Ça, c'est pour ce soir, c'est pour demain soir. Et hop, maintenant, on va parler de ça. De ça. Voilà. Beaucoup de une ce matin. C'est la une du Monde. C'est la une de l'Humanité. C'est la une de la Croix, notamment. Beaucoup de une sur cette information qui est hyper importante, qui est aussi super grave, qui est ce naufrage au large de la Grèce. Le drame, parce qu'il y a beaucoup de morts, mais on pense qu'il y en a beaucoup plus encore. Et la polémique aussi, puisqu'il y a une polémique. Au moins 79 personnes sont mortes mercredi 14 juin en mer Ionienne, au large de la Grèce. Selon les survivants, plusieurs centaines de migrants, on parle de 700 personnes, on parle de 750 personnes, dont des femmes et des enfants coincés dans la cale, étaient à bord de ce bateau, parti de Libye 6 jours plus tôt. On pense qu'il n'y a pas 79 morts, on pense qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes. Hommes, femmes, enfants. La Grèce, qui a recueilli une centaine de rescapés, redoute un bilan beaucoup plus lourd, écrit Le Monde. Et la polémique, la voilà, les ONG reprochent aux autorités et à l'agence européenne Frontex de ne pas avoir secouru ce bateau, l'image va revenir dans un instant, pourtant repéré dans les eaux internationales. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la polémique ? Le Monde. D'après les témoignages de la centaine de personnes qui ont pu être secourues en mer, ils auraient été 750 à s'entasser sans gilet de sauvetage sur ce vieux chalutier bleu. Le navire faisait 25 à 30 mètres de long, le pont était bondé, les cales sans doute aussi. En majorité des Syriens, des Égyptiens, des Pakistanais. Selon plusieurs sources, le bateau serait parti de Tobrouk, ville portuaire de l'Est libyen, à moins de 150 km de la frontière égyptienne. Le choix de cette route longue, de cette route à travers la Méditerranée centrale, accroît les risques encourus par les migrants. La distance à parcourir pour rejoindre l'île italienne de Lampedusa est 2 fois plus importante, ce qui augmente bien sûr la probabilité de tomber en panne, de manquer de vivre ou de faire naufrage. C'est ce qui s'est passé. La traversée se fait sur d'anciens bateaux de pêche avec 500 ou 600 personnes à bord en général, dont la plupart se cachent dans la cale, explique quelqu'un du Haut Commissariat aux réfugiés. Ce bateau surchargé là, ça n'est pas une exception. Ce genre de bateaux autant chargés font régulièrement la traversée. Les candidats à la traversée, donc des Bangladais, des Égyptiens, des Syriens, s'acquittent de sommes s'élevant à plusieurs milliers d'euros depuis leur pays d'origine. Ça coûte une fortune. Ce sont des filières, vous savez, illégales de passeurs, bien sûr. Et maintenant, venons-en au drame.
Le drame est donc survenu dans la nuit de mardi au mercredi, à 87 km des côtes grecques. Le navire avait été préalablement repéré mardi par un avion de Frontex. La Frontex, c'est l'agence européenne de surveillance des frontières. D'après le récit des Grecs, des autorités grecques, 2 navires commerciaux se sont approchés du chalutier dans l'après-midi de mardi, le premier ravitaillant en eau les migrants qui auraient refusé davantage d'assistance, affirme-t-il, et puis un navire des gardes-côtes grecs qui a rejoint le bateau des migrants dans la soirée, on parle de mardi. Les migrants ont refusé toute aide, ont affirmé les autorités grecques. Nikos Alexiou, qui est le porte-parole des gardes-côtes, se justifie: après le refus de notre assistance, nous sommes restés à proximité pour porter secours aux migrants si besoin. Ils ne voulaient pas s'arrêter, ils ne voulaient pas être repêchés par les gardes-côtes grecs, car leur objectif était de se rendre en Italie. Aux premières heures de la matinée de mercredi, le bateau de pêche s'est renversé et a coulé immédiatement. Immédiatement a commencé une vaste opération de recherche et de sauvetage. Le monsieur du Haut Commissariat aux réfugiés interrogé par Le Monde, il dit: c'est vrai que les réseaux de passeurs donnent consigne aux gens de ne pas accepter d'assistance jusqu'à ce qu'ils soient contactés par les Italiens. Qui rappelle toutefois, M. Cocherel, et on en parlera notamment dans l'Humanité tout à l'heure, que les États ont obligation d'empêcher les bateaux en détresse de continuer leur route. Pardon. Un directeur d'une ONG grecque se montre critique justement vis-à-vis de l'attitude des autorités grecques et européennes et dit: je m'interroge sur les gardes-côtes grecs et Frontex qui ont vu un bateau surchargé de réfugiés et qui ne sont pas intervenus. Qu'attendait-il que la catastrophe arrive? Pour l'interrogation. Depuis 2014, Le Monde le rappelle, près de 27 000 migrants sont morts noyés en Méditerranée. C'est évidemment une estimation. Voilà. Alors, la polémique, vous la voyez. Vous avez d'un côté des autorités grecques qui affirment que les personnes qui étaient sur le bateau ont refusé une assistance, et puis des voix qui s'élèvent pour dire: mais on ne vous demande pas votre avis. C'est une obligation du droit de porter en fait assistance à un bateau qui manifestement est en détresse. D'où le titre de l'Humanité: ils les ont laissés mourir. Les réfugiés ne voulaient pas être secourus, alors l'Humanité dit: oui, c'est vrai. C'est la raison donnée par les autorités grecques pour se justifier, indiquant que le navire a navigué avec un cap, avec une vitesse constante, refusant les propositions d'assistance. On va comprendre pourquoi d'ailleurs il ne voulait absolument pas être, escorté, assisté par les Grecs, vous allez voir. Et l'Humanité de citer une directrice adjointe d'une ONG qui s'appelle SOS Méditerranée. C'est un argument fallacieux, dit-elle, régulièrement utilisé par certains États membres de l'Union européenne et par Frontex pour essayer de prouver que ces bateaux ne sont pas en détresse. Or, dit-elle, il existe un cadre légal qui est extrêmement clair, défini par le droit maritime. Quand un bateau avec une telle densité de personnes à bord, sans gilet de sauvetage, par définition, on est face à un cas de détresse qui appelle à une réaction immédiate des autorités maritimes et le déploiement d'une opération de secours. Pour Nawal Soufi, qui est une militante italo-marocaine, les personnes embarquées dans le chalutier ont demandé de l'assistance dès le mardi matin. Alors elle dit pas les personnes, elle dit pas le bateau, elle dit des personnes. Elle a reçu des coups de fil. Elle a reçu des appels d'exilés à bord d'embarcations en détresse pour qu'elles préviennent les gardes-côtes de leur position. Après 5 jours de voyage, l'eau potable était épuisée, le capitaine du bateau les avait abandonnés et il y avait 6 corps à bord. Je peux témoigner que des personnes du bateau l'ont appelé, dit cette femme, pour nous demander à être sauvés, et ce par n'importe quel pays. C'est un sujet qui est complexe, donc c'est un sujet qui mérite qu'on prenne un peu le temps. Je vais vous lire un article là-dessus. L'Humanité, par exemple, nous explique un petit peu plus loin quelque chose qui peut peut-être nous faire comprendre pourquoi ces personnes qui étaient sur le bateau ne voulaient pas être secourues par les forces grecques. Alors, une des choses qu'on a entendues, c'est parce qu'en fait, elles voulaient débarquer en Italie, ne voulaient pas débarquer ailleurs. Et il y a autre chose évoquée par l'UMA. Ils ont peut-être aussi, ces personnes, voulu éviter d'avoir affaire aux gardes-côtes grecs, dont le comportement, plusieurs fois documenté ces dernières années, a de quoi inciter les exilés à fuir. Le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme l'a clairement exprimé
En 2022, en Grèce, les refoulements de force sont une politique générale de facto. Les chercheurs de une ONG ont recensé pas moins de 1018 cas de refoulement entre mars 2020 et mars 2022 pour un total de 27 000 exilés, entraînant la mort de 11 personnes et 4 disparus. Je vais vous donner un exemple concret dans un instant. Pris au piège, c'est aussi la une de la Croix, vous le voyez, et qui revient notamment sur cet aspect que je trouve intéressant. Pourquoi les migrants veulent-ils à tout prix éviter la Grèce ? Et donc la Croix qui va un peu dans le sens de ce que l'humain nous racontait à l'instant, les migrants effectivement eux-mêmes ne veulent surtout pas être débarqués sur le sol grec car le pays est connu pour expulser de force les demandeurs d'asile potentiels en violation d'ailleurs du droit international. Le 19 mai par exemple dernier, une vidéo tournée en avril par un militant des droits humains sur l'île grecque de Lesbos, en mer Égée, publiée par le New York Times, montrait un groupe de migrants, dont des enfants, dont un bébé de 6 mois, conduits dans une camionnette blanche vers la pointe sud de l'île, embarqués à bord d'un petit bateau. Ils sont ensuite transférés à bord d'une embarcation des gardes-côtes grecs avant, écoutez, d'être abandonnés sur un radeau de sauvetage gonflable noir à la dérive. On parle de 6 personnes, des enfants dont un bébé de 6 mois, et ensuite des navires des gardes-côtes turcs les ont secourus. Voici qui explique en partie pourquoi, effectivement, les occupants de ce navire que vous voyez ici, eh bien, ont peut-être refusé le secours des gardes-côtes grecs. Je vous lis un petit peu là-dessus. Je vais vous lire. Bon, je vois beaucoup de réactions et sinon de tensions dans le chat sur un sujet comme celui-ci. Ce n'est pas étonnant, mais on n'évite aucun sujet ici, même quand parfois ça crée un petit peu des tensions. C'est normal. Merci Stone 2 pour ton message. Merci Alan le frérot pour ton message. Je vais vous lire 2 éditos, donc 2 journalistes qui prennent la position sur ce sujet. Un édito de l'UMA, écrit par Cédric Clairin, qui est à gauche ici, puis un édito de La Croix, signé Jérôme Chaput, qui est le directeur de la rédaction de La Croix, qui s'en va d'ailleurs puisqu'il va présenter la matinale de France Info, la radio, à la rentrée. On l'a appris il y a 1 ou 2 jours. Devoir d'humanité, c'est l'édito de l'UMA de Cédric Clairin. Combien faudra-t-il encore de drames de ce genre pour que la conclusion s'impose ? La politique européenne en matière d'immigration est non seulement inefficace, mais meurtrière. Depuis 2014, 27 000 personnes sont mortes en Méditerranée. Il s'agit d'êtres humains qui fuient la guerre, la torture, pour certains la mort. Comment un continent de 500 millions d'habitants, donc ça c'est nous, c'est l'Europe, peut-il laisser quelques milliers de personnes risquer leur vie sans leur porter secours ? L'Europe, pour sa part, serait capable d'accueillir 5 millions d'Ukrainiens, mais pas les autres. Cette ethnicisation de l'accueil, écrit l'UMA, est indigne. L'UMA qui écrit « Personne ne quitte son pays par plaisir et tant que nous fermerons les yeux sur les exactions commises en Libye. En Syrie ou encore au Soudan, nous condamnerons ces peuples à l'exil. Les citoyens ont des devoirs, oui. Le premier d'entre eux, c'est le devoir d'humanité. » Ça, c'est l'édito de l'UMA. L'édito de La Croix. À force d'inaction. Jérôme Chaput qui dénonce l'inaction, quelqu'un disait « et ça va être notre faute ». En tout cas, on a une responsabilité dans ce qui se passe là. C'est en tout cas l'avis de La Croix et de l'humanité. Faute, responsabilité, c'est pas tout à fait le même concept. À force d'inaction. Jérôme Chaput dit « Certains parlent de tragédie, mais c'est pas une tragédie.
C'est un drame effroyable, ok. Consternant sûrement, désespérant d'un sens, mais tragique non. Parce que le mot tragique, tragédie, renvoie à l'idée de fatalité. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute au destin. Hein. Il n'y aurait rien de pire que de considérer que cet événement, parce qu'il se succède à intervalles réguliers, sont justement inévitables. La tragédie commence quand on considère qu'on n'y peut rien. Voilà. Et cette polémique qu'on voit ici dans le chat d'ailleurs, elle a une vertu au moins. Elle met en lumière l'enchevêtrement des responsabilités et des causes. Voilà. Alors que chacun va voir au prisme de sa sensibilité et de ses valeurs d'ailleurs. Et on le voit ici dans vos échanges entre vous. L'immoralité des passeurs. Hein, quelles sont les responsabilités et les causes? L'immoralité des passeurs, bien sûr. Le cynisme des régimes autoritaires, bien sûr, bien sûr. Les égoïsmes nationaux aussi, des pays qui pourraient accueillir. Voilà. Et l'indifférence du plus grand nombre aussi. Les dizaines de cadavres, les centaines de disparus, les vies brisées des survivants, tout cela résulte d'une somme d'actions et d'inaction. Tout ce qui vient d'être évoqué ici. Cela signifie bien que des leviers existent. Donc ça n'est pas une tragédie. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Jérôme Chapuis, excellent directeur de la rédaction de La Croix, nous dit qu'en fait, il y a des leviers d'action qui sont compliqués, voilà, qu'il sera long et difficile sans doute d'actionner, mais il y a des leviers d'action. Quelle heure il est? Hop, faut que je vous laisse. Bon, désolé, il reste un article sur Ariane, mais je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. À la piscine, j'ai une vie. Oh, il y a Fakir qui est là. Il y a Fakir, F-A-K-H-E-A-R. Allez voir sa chaîne. Fakir, c'est l'une des streameuses qui va être avec nous demain. Voilà, je vous remonte le visuel. Où est-ce que tu es? Voilà, Fakir, Foki pour les intimes, qui est là. Voilà, qui est avec nous avec Pépin demain. Voilà, et qui est avec nous dans le chat et dont j'ai découvert le travail en me promenant sur Twitch ces dernières années. Et puis au travers de, je crois qu'on s'est... au travers de quelques petits raids, voilà, et puis un travail que j'ai apprécié. Et donc Foki était avec nous, avec Marie Palot au musée Guimet National des Arts Asiatiques, là, pour le stream qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui était sympa. Et elle sera avec nous, parce que j'ai bien aimé ce moment, également demain soir en direct de Rennes pour l'exposition Étienne, 7e édition Forever 60s, qui est une magnifique exposition. Certains me disent, ah, mais faut mettre les noms des pseudos sur le visuel. Pas besoin, regarde, c'est dans le tweet. Si tu vois le visuel, c'est parce que tu as vu le tweet. Parce qu'il n'est nulle part ailleurs. Et non seulement tu as le pseudo, mais tu as même le compte Twitter de la personne, ce qui permet ensuite de trouver sa chaîne Twitch. C'est bien mieux. Voilà. Donc, rendez-vous avec Foki demain soir, 20h, avec Pépin, que vous connaissez bien, et aux manettes Joe à la réalisation, et un copain ingé son, bien sûr, pour avoir le meilleur son de la meilleure image possible. On va se régaler. Et puis, rendez-vous ce soir aussi, 20h, pour la deuxième de Samplay Up, ici consacrée à l'univers de Mario Kart, avec Ken Bogart qui va nous faire rêver. Ça va être formidable. Je vous abandonne parce que j'ai un rendez-vous. Voilà. Je suis content d'avoir fait cette revue de presse malgré tout. Un petit peu tardive, mais au vu des sujets qu'on a évoqués, je pense qu'il fallait la faire. Fakir, merci pour ce 15e mois d'abonnement. D'ailleurs, on se fait un petit... Non, c'est pas Mario Kart, c'est tout Mario. C'est l'univers de Mario. Ça va être... voilà. C'est censé durer 3 heures, ça va durer 15 heures, je pense. Je vais peut-être enchaîner... ce stream de ce soir avec celui de demain. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un raid. Vous me proposez maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Où est mon téléphone? Je vais aller le chercher. Voilà. Et dans 2 minutes, à partir de vos... Ah, j'ai dit Mario Kart? Mais non, c'est Mario. C'est tout Mario, pardon. C'est tout Mario. À partir de vos propositions, eh bien, on fait un raid dans 2 minutes. Je vous mets 2 minutes de musique. Je vous retrouve dans 2 minutes pour le raid. Je vois déjà les propositions. Je vais chercher mon téléphone pour faire le petit choix. À tout de suite, bande de belles personnes.